développé au fil d'années de réunions commerciales soporifiques. Ah, ça, s'exclama-t-il avec un air de connaisseur. Euh, c'est mon livre de chevet. Le mensonge était sorti. Énorme, improbable. Un livre de chevet. Lui, dont la lecture la plus exigeante du mois était le programme télé. De Marigny haussa un sourcil. Ça vous aide à dormir? Non, non, pas de bêtises. S'empressa de corriger JC, sentant le terrain glisser sous ses pieds. Ce livre a changé ma vie. Mon regard sur les autres, vous comprenez? Il avait entendu cette phrase dans un film la veille. Ça sonnait bien. Profond. Ah bah c'est puissant. Ah, comme bouquin. Concéda de Marigny, son amusement à peine voilé. Il referma l'ouvrage et le serra contre lui. Franchement, j'ai du mal à croire que vous ayez cette œuvre entre les mains. Le coup de grâce. Il était démasqué. Mais c'est alors qu'un autre personnage fit son entrée. Nancy, la directrice administrative, une femme dont le pragmatisme était aussi aiguisé que ses tailleurs pantalons. Elle faisait partie de cette nouvelle génération de femmes accédant à des postes de responsabilité, un phénomène en lente augmentation dans le paysage entrepreneurial français du début des années 2000. Mais Nancy, l'homme de terrain, des fois il lit, hein, plastronna Jean-Claude, essayant de sauver la face. Vous voulez qu'on en parle, Guillaume, à déjeuner? L'invitation était une pure manœuvre d'évitement. De Marigny, flairant l'opportunité de prolonger la comédie, accepta. À déjeuner, vendu. Et bah alors, à tout à l'heure. 2h30, hein? 2h30, répéta Jean-Claude, le cœur battant. Il avait quelques heures pour devenir un expert en amorphose. Dès que de Marigny fut hors de portée de voix, JC se précipita vers le bureau d'Hervé Dumont. Hervé, alias Vever, était le responsable des achats et, plus important encore, le délégué syndical de la boîte. Ce titre lui conférait une aura de sérieux qu'il cultivait avec soin, bien que ses actions syndicales se limitent le plus souvent à des négociations acharnées sur la qualité des biscuits dans la salle de pause ou sur l'application nébuleuse des 35 heures. Hervé était le genre d'homme qui lisait les titres des articles dans le monde diplomatique et se sentait ensuite qualifié pour débattre de géopolitique. Il était la personne idéale pour une situation désespérée. Hervé, Taugar, la grande classique, demanda JC, écorchant le titre qu'il essayait de mémoriser. Hervé leva les yeux de son écran, où il était en train de comparer les prix de différents modèles de trombone. Il arbora un air de profonde sagesse. Ah, bah attends, Taugar, corrigea-t-il avec condescendance, ça a changé ma vie. Jean-Claude faillit s'étouffer. Lui aussi? C'était une épidémie? Bah ouais, ça paraît con comme ça, mais tu vois, quand tu lis Taugar, il te touche directement au cœur. C'est énorme. JC était perdu. Et c'est quoi l'histoire qu'il y a dedans? Bah, c'est pas une histoire, expliqua Hervé pédant. C'est un essai philosophique, tu vois. C'est Taugar qui parle au lecteur, comment il me parle à moi, à toi. Cette explication n'aidait en rien Jean-Claude. Il avait besoin de concret, de quelque chose à rester à de Marigny entre la poire et le fromage. Il supplia Hervé de lui lire un passage. Hervé flatté s'exécuta, prenant une voix grave et pénétrée. Et donc là, le narrateur s'arrête au bord du sept-lac, ultime étape de son voyage intérieur. Ça donne le goût des lacs, hein, commenta JC, essayant de participer. Hervé, agacé par l'interruption, continua de pontifier sur la profondeur de l'œuvre, mentionnant un concept clé qui semblait l'avoir marqué, l'amorphose des Gondassins. C'était le Graal, le mot magique que Jean-Claude pourrait ressortir au déjeuner. Il le répéta plusieurs fois pour bien le mémoriser. Pour illustrer la hiérarchie implicite et les dynamiques de pouvoir qui régissaient cet univers, un document satirique circulait parfois par email, une sorte de blague interne qui en disait long sur la culture de l'entreprise. Jean-Claude l'avait vu une fois sans vraiment le comprendre, mais il en avait gardé une vague impression. Organigramme non officiel de la dynamique sociale, selon des sources anonymes et probablement peu fiables, le Panthéon au sommet de la pyramide, le grand patron, M. Thompson. Une entité quasi mythologique. Personne ne l'a jamais vu, mais son nom est invoqué pour justifier toutes les décisions impopulaires. On dit qu'il vit à Toronto et communique par télépathie avec ses directeurs. Carol, la reine-mère, la directrice marketing. Son pouvoir est absolu et sa colère légendaire. Un regard de sa part peut faire geler le café dans votre tasse. La cour, étage supérieur, Guillaume de Marigny, le dauphin, le successeur désigné. Cultivé, ambitieux, il navigue dans les couloirs avec l'aisance d'un prédateur bienveillant. Nancy Langeais, la prétendante.
directrice administrative et financière. Efficace, redoutable, elle connaît tous les secrets financiers de la boîte et pourrait probablement la faire couler en une après-midi si elle le voulait. Le tiers, État, le peuple laborieux, Jean-Claude Convenant, le bouffon du roi. Vous êtes ici. Commercial. Sa fonction principale semble être de tester les limites de la patience de ses supérieurs. Hervé Dumont, le tribun du peuple. Autoproclamé. Délégué syndical. Maître dans l'art de transformer un problème de machine à café en une lutte des classes. Fred Castelli, la cynique en chef. Secrétaire. Son regard désabusé sur le monde de l'entreprise est la seule chose plus fiable que la panne hebdomadaire de l'imprimante. Le basse-peuple, ceux qu'on oublie, Maëva Capucin, la rêveuse, documentaliste, vit dans un monde parallèle où les post-it ont une signification poétique et où les agrafeuses chantent à l'unisson. Sylvain Muller, le fantôme Comtable. On soupçonne qu'il ne soit qu'une simple fonction Excel ayant pris forme humaine. Les oubliettes, sous-sol, les stagiaires. Main-d'œuvre interchangeable. Carburant aux promesses d'embauche et au café froid. La machine à café, le véritable centre du pouvoir. C'est ici que les alliances se font et se défont, que les rumeurs naissent et que les carrières meurent. Son état en panne ou fonctionnel dicte l'humeur de tout l'étage. Le déjeuner arriva. Jean-Claude, armé de son amorphose des Gondassins, se sentait prêt. Il s'assit en face de Marigny, le torse bombé. Le moment de briller était venu, alors cet essai philosophique commença-t-il. Mais avant qu'il ne puisse continuer, il fut interrompu par l'arrivée d'Hervé qui s'invita à leur table. Et là, sous le regard amusé de Guillaume de Marigny, les deux pseudo-intellectuels se lancèrent dans un débat surréaliste sur la signification du septelac, chacun essayant de surpasser l'autre en absurdité, citant des passages imaginaires et des concepts fumeux. Jean-Claude, pris à son propre piège, se rendit compte de la supercherie. Hervé aussi avait tout inventé. Ils n'avaient pas plus lu le livre que lui. Ils étaient deux imposteurs, deux naufragés s'accrochant au même radeau de mensonges. De Marigny les écoutait, impassible. Quand ils eurent fini leur joute verbale, il prit la parole. « C'est fascinant, dit-il. Vraiment. J'ai trouvé votre analyse très touchante, très authentique. » Il marqua une pause, savourant l'instant. Surtout venant de quelqu'un qui, comme vous, Hervé, a affirmé que c'était tout son adolescent. Hervé blêmit. De Marigny se tourna vers Jean-Claude. « Et vous, Jean-Claude, vous m'avez tout avoué sans le savoir. Votre authenticité m'a touché. » Il fit un geste vers le menton de JC. « Vous avez une tache. » Jean-Claude porta la main à son visage. De la sauce. Il avait mangé comme un gamin. En même temps, ça reste touchant, conclut de Marigny en se levant. Conné, sincère, authentique. Il partit, laissant les deux compères médusés. Jean-Claude regarda Hervé. « Oh l'enculé, murmura Hervé. « Il est magnifique quand même, répondit Jean-Claude, partagé entre l'humiliation et une admiration nouvelle pour la cruauté raffinée de son chef. La journée ne faisait que commencer. Chapitre 2. La symphonie du Walkman. Le fiasco littéraire du déjeuner avait laissé des traces. Jean-Claude se sentait exposé, vulnérable, comme un vendeur de photocopieurs sans son catalogue. Il avait un besoin urgent de restaurer son image, de prouver sa valeur, non pas par des connaissances livresques qu'il ne possédait pas, mais dans son domaine de prédilection, le commerce. L'occasion se présenta sous la forme d'un carton poussiéreux qu'il avait hérité d'un obscur deal avec son beau-frère. À l'intérieur, 3 Walkmans flambant neufs. Ou plutôt, flambant neufs pour 1995. En ce début de millénaire, ces appareils à cassette étaient déjà des reliques d'un autre temps. L'iPod d'Apple avait fait son apparition. Et les lecteurs MP3, petits et légers, commençaient à envahir le marché. Vendre un Walkman en 2002, c'était comme essayer de vendre un Minitel à un passionné d'Internet. Mais Jean-Claude, déconnecté des tendances technologiques, y voyait une opportunité en or. Sa première cible fut Nancy, la directrice administrative. Il l'intercepta près de la machine à café, un Walkman à la main, les écouteurs en mousse orange bien en évidence. « Nancy, j'ai un truc pour toi. Le top du top. 300 balles. Une affaire. » Nancy examina l'objet avec la curiosité d'une archéologue découvrant un fossile. « Un Walkman? Jean-Claude? Sérieusement? Eh ouais. Le son, c'est de la balle là-dedans. On dit de la bombe, Jean-Claude. De la balle, c'était au siècle dernier. » La conversation qui s'ensuivit fut un dialogue de sourds. Jean-Claude vantait la chaleur analogique de la cassette, la robustesse de l'appareil,
tandis que Nancy se demandait poliment s'il n'avait pas subi un choc à la tête. Ma pauvre Juju,